État d'urgence, dépistage payant, rentrée scolaire, autant de sujets que nous avons pu aborder à la volée avec le porte-parole du gouvernement présent à la conférence de presse hebdomadaire des médecins de la DAS. L'état d'urgence est décrété, alors doit-on s'attendre à un couvre-feu ou à un confinement ? L'état d'urgence, c'est un outil juridique qui permet de prendre certaines dispositions en cas de crise, de grave crise sanitaire. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut avoir une vigilance par rapport au Omicron et un couvre-feu ne se décrète que s'il y a un décret, ne se décrète que s'il y a l'état d'urgence. C'est tout. Pour l'instant, c'est envisagé ou on n'y est pas encore ? Non, pas du tout. Rien n'est envisagé. Pourquoi avoir rendu certains dépistages Covid payants et quelles sont les économies attendues ? Alors c'est pas en termes d'économie budgétaire, mais c'est surtout en termes de disponibilité de tests. Ça veut dire que la situation est tendue sur le nombre de tests qui nous restent ? Oui, effectivement, quand vous voyez les files qu'il y a devant les pharmacies, etc., je vais dire c'est plutôt de la prudence que l'on a. Il ne faut pas attendre que ce soit très tendu. Il vaut mieux savoir, surtout que la crise Omicron est là et on ne sait pas trop encore jusqu'où la courbe va grimper. La rentrée scolaire arrive à grands pas. Quand est-ce que les protocoles sanitaires seront annoncés ? Alors les protocoles sanitaires, je pense qu'ils vont être annoncés par la vice-présidente, Madame Isabelle Chamorro, qui est en charge de l'enseignement. Mais je peux dire que les protocoles qui seront annoncés seront moins contraints que ce qu'on a connu jusqu'alors. Il y aura une rentrée à peu près normale. Selon les médecins, le pic de cette deuxième vague devrait être atteint la semaine prochaine. Le nombre de cas a déjà dépassé les records de septembre. Avec l'augmentation du nombre de cas de Covid-19 au pays, le personnel d'Air Calédonie n'est pas épargné. De plus en plus d'employés sont contaminés et avec ce manque de personnel, les programmes de vol risquent d'être perturbés. Selon la compagnie aérienne, hier, 3 vols ont déjà été annulés. Nous avons déjà dû rappeler des gens qui sont en congé pour venir pallier à des cas de maladie. Donc nous essayons de prendre toutes les mesures nécessaires pour pouvoir maintenir au mieux possible le programme. Aujourd'hui, on sait par exemple que les jours qui viennent, on devrait pouvoir assurer le programme, dans le week-end également. Mais s'il y a des nouveaux cas déclarés, ça risque de perturber nos programmes. Et donc, nous sommes sur une situation assez tendue en termes de disponibilité des effectifs. Air Calédonie a annoncé sur son site internet avoir subi des problèmes sur leur système informatique. Toutefois, cela n'impacte pas la réservation en ligne et les achats au guichet. Aujourd'hui, l'objectif pour nous, c'est de sécuriser le système, l'ensemble du système, s'assurer que les différents systèmes sont sains et les redémarrer. Donc, c'est vrai qu'on fonctionne on va dire en mode dégradé, donc ça peut avoir des impacts mineurs sur, par exemple, on va avoir un peu de retard parce qu'on va traiter certaines choses en manuel, mais globalement, pour le moment, on n'a pas de gros impacts sur l'exploitation. Mais effectivement, on a un souci informatique. Des coups durs auxquels la compagnie doit faire face alors que l'activité aérienne est en plein pic à cause des retours des vacances des Loyalsiens. En Outre-mer, la situation semble s'améliorer dans les Antilles, en Guyane, à Mayotte, et l'épidémie commence à ralentir à La Réunion. En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie, l'épidémie s'installe et accélère. Nous devons être prêts à réagir à tous les cas de figure et c'est pourquoi nous avons adopté ce matin un décret déclarant l'état d'urgence sanitaire en Nouvelle-Calédonie. C'est en Conseil des ministres que Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement Castex, a annoncé la nouvelle hier. Le pays entre une nouvelle fois en état d'urgence. En effet, depuis janvier, notre pays fait face à une deuxième vague de contamination, notamment par le variant Omicron. Aujourd'hui, le taux d'incidence mesuré sur les 7 derniers jours a encore augmenté. Il est passé de 2060 à 2273 cas pour 100 000 habitants. Pour rappel, l'état d'urgence sanitaire permettrait au haut-commissaire de prendre des mesures drastiques, comme par exemple un confinement ou un couvre-feu. Il a une durée d'1 mois. L'an dernier, un premier état d'urgence avait été décrété à partir du 9 septembre et avait été reconduit jusqu'au 15 novembre. Depuis ce matin, le collectif Shengom et une partie de la population de Kouawa font un barrage filtrant ici, à l'embranchement de Kouawa. La raison de ce mouvement porte sur le dépotoir qui se trouve sur les hauteurs de la baie à quelques kilomètres du village. Ils ont enlevé un peu, deuxième pluie, ça a éboulé encore.
Puis là, la deuxième pluie, elle a amené tout ça, elle a mis tous les foins qui sont en bas, sortis à la mer. Ils ont enroché dessus la merde. Voilà, je vais dire ça comme ça. Et là où ils ont fait des tas de terre comme ça, là, puis ils mettent ordures ménagères, les verres, puis tout ça, là. Mais c'est dans la terre comme ça. Je sais pas, ils vont faire quoi après? Ils vont curer ou je sais pas, ils font comment après? Les dernières intempéries et la dépression Ruby n'ont pas épargné ce dépotoir. C'est ce qui a alerté le collectif Shengom. Suite à ce constat, les discussions avec la mairie se sont enchaînées. Des travaux de réhabilitation sont en cours, mais la population reste méfiante et inquiète. Ils ont enlevé un peu de terre en bas, et il y avait une deuxième pluie, ça a relâché encore. Et voilà, ils ont fait des enrochements qui n'est pas dans les normes. Les sites miniers de la commune, c'est-à-dire la SLN et la NMC, ont également été bloqués. Idem pour la mairie. Les entreprises qui sont ici à Kowa, ils jettent aussi leurs ordures ici, qu'ils soient la SLN, la NMC, la mairie, et puis nous aussi les habitants de Kowa. Mais c'est des dépotoirs sauvages, quoi. Nous, on veut qu'ils font un dépotoir qui soit dans les normes. Cet après-midi, les magasins, la poste et la station ont été bloqués aussi. Les administrés de la commune demandent à rencontrer le maire autrement. Demain, on va bloquer tout. Demain, je vais emmener une pelle et on va fermer le dépotoir pour dire bon. Voilà. Moi, je vais venir, je vais fermer la pelle, le dépotoir. C'est tout. Après, ils vont trouver une solution. Si vous mettez les mains, on va prendre les bagages, on va les foutre là où il y a sa mairie. Aujourd'hui, c'est le collectif Shengom qui a engagé les choses. Et aujourd'hui, c'est toute la population de Kowa qui est là. Voilà, le problème, il est là. Aujourd'hui, parce que le dépotoir, là où il est plein. Et tout ça, ça va descendre dans la mer. Voilà. Voilà un peu les choses, pourquoi on est là. Nous, l'environnement, voilà. L'environnement, c'est l'affaire de tous. Contacté par téléphone, le maire de la commune, Alcide Panga, précise que les travaux de sécurisation à moyen et court terme du dépotoir sont en cours. Pour créer un nouveau dépotoir, il faut trouver un terrain, ce que la mairie de Kowa ne possède pas. D'autres investissements comme l'adduction d'eau potable sont privilégiés pour le moment. Après 2 ans de crise sanitaire, la filière touristique calédonienne s'attelle à préparer la relance du tourisme international en 2022. La NCT, Nouvelle-Calédonie Tourisme, anciennement NCTPS, a pour rôle de promouvoir la destination à l'international et de coordonner la stratégie tourisme à l'échelle pays. Le plan de relance a été présenté ce jeudi matin. Pour 2022, le premier challenge va être de reconstruire l'attractivité de la destination, de remobiliser les acteurs aussi et préparer la relance. Il va falloir remobiliser, retravailler ensemble, se préparer à la réouverture en adoptant des protocoles sanitaires pour assurer les voyageurs, en essayant de sensibiliser les professionnels sur l'importance d'avoir des conditions d'annulation et de remboursement souples, mais aussi en travaillant sur une nouvelle feuille de route stratégique puisqu'après 2 ans, nous avons besoin de revoir nos modèles et notamment déterminer tous ensemble, les collectivités, les acteurs privés, quel type de tourisme nous voulons, quel type de croisière nous voulons. Un des principaux leviers de la relance reste la levée de la septaine, incompatible avec les séjours des touristes australiens et japonais qui n'ont que quelques jours de vacances annuelles. Avant la pandémie, le secteur touristique était en croissance constante et avait atteint un niveau record en 2019 avec plus de 130 000 voyageurs étrangers hors croisiéristes ayant rapporté 28 milliards au pays. L'enjeu, c'est que le tourisme est un des secteurs majeur du développement de notre territoire depuis les accords de Matignon déjà. Et c'est vrai qu'avec la crise du Covid, mais aussi l'opportunité qui nous est offerte par la fin de l'accord de Nouméa, de pouvoir restructurer le secteur et offrir de nouvelles perspectives pour l'ensemble des opérateurs locaux. Et c'est vrai qu'il y a aussi un travail de consultation, de coordination avec les 33 communes, avec les 3 provinces, avec l'ensemble des acteurs privés pour faire en sorte que cette nouvelle dynamique puisse être sincère et transparente en termes de perspective pour l'ensemble des acteurs. L'agence de promotion touristique aura aussi une mission d'observatoire du tourisme, avec pour objectif de collecter des indicateurs de performance qui permettraient d'ajuster la stratégie touristique en temps réel. Prochain chantier, l'élaboration de la feuille de route du tourisme international en Nouvelle-Calédonie. L'Organisation mondiale du tourisme estime qu'il faudra entre 3 et 4 ans pour que l'activité touristique retrouve son niveau d'avant Covid.
Jean-Maurice Sotirio, bonsoir. Vous êtes le président du comité local de la Ligue contre le cancer. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer, vous allez organiser un événement qui se tiendra ici même. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Bien sûr, oui. Alors, c'est un événement qui se déroule chaque année. Alors, c'est vrai que ça fait un petit moment que ça existe déjà, cette organisation. Mais en fin de compte, c'est pour lancer un peu le débat. Et c'est surtout de retrouver les différents personnages, intervenants, partenaires et malades, pour qu'ils puissent échanger sur des thématiques qui seront proposées tout au long de la journée. Alors il y a deux parties. La première partie, c'est avec les professionnels le matin, et la deuxième partie se fera avec un échange, conversation libre, hein. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de tabou. Et alors, est-ce qu'on a une idée justement du nombre de malades en Nouvelle-Calédonie ? Alors bien sûr, les chiffres ne sont pas sortis tout à fait encore par le registre du cancer, mais en tout cas, ce que me permettrait d'avancer sur ces chiffres-là, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait une diminution, et j'aurais bien aimé qu'il y ait une diminution, mais c'est comme ça. Alors à peu près, je veux dire en chiffres, ça serait un peu plus de 1000 cas qui représentent sur le territoire. Très important parce que tout le monde n'est pas au même niveau de sa maladie, et souvent d'en parler c'est difficile. C'est pour ça que cette journée elle est mise en place. Avec la crise sanitaire, est-ce qu'il y a eu un impact sur la prise en charge de ces malades ? En effet, malgré les difficultés, c'était pas le traitement par lui-même, c'est surtout la réticence vis-à-vis du déplacement, le risque que je vais prendre parce que je suis plus à risque. Donc du coup, en tant que personne, ça a été difficile, il fallait expliquer longuement. Certes, il y en a qui ont préféré ne pas commencer tout de suite le traitement par crainte, et ça se comprend. Et par la suite, après avoir fait quand même plus d'informations auprès des personnes, pour essayer de les aider aussi à dire attention, vous êtes à risque, mais quand même, on peut vous protéger, on peut vous aider à continuer votre traitement. Et ça, c'est impératif. On arrive au terme de cet entretien. Jean-Maurice Sotirio, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, et vous serez les bienvenus demain à la Vallée des Collants. Avec le phénomène climatique de La Niña, des précipitations sont attendues dès ce soir. On va avoir une petite dépression qui va passer donc au nord de la Calédonie, ensuite qui va circuler sur les Loyautés, donc qui va impacter le temps, surtout à partir de dans la nuit, cette prochaine nuit là, on va commencer à avoir des pluies donc sur le nord, la côte est et le Loyauté, qui vont devenir de plus en plus importantes au fil de la nuit, et surtout demain vendredi, avec des pluies donc qui vont être fortes et localement orageuses sur la moitié nord, la côte est et le Loyauté. Et dans l'après-midi, ça devrait impacter l'ensemble du territoire pour la journée de demain. À partir de samedi, la dépression va commencer à descendre vers un peu plus sud, donc on va avoir un peu plus d'air sec sur le nord, un peu plus d'éclaircies, alors que sur le sud, on aura encore des averses orageuses qui vont impacter donc le sud et le Loyauté pour la journée de samedi. Et puis dimanche, on a une nouvelle dépression qui arrive par l'ouest, et qui va de nouveau apporter des pluies. Alors d'une part sur le nord pour le dimanche après-midi, et puis dans la journée de dimanche, ça devrait impacter l'ensemble du territoire pour la journée de dimanche. Et à partir de lundi, mardi, mercredi, ça devrait s'améliorer par l'ouest, avec un flux d'ouest qui va se mettre en place et de l'air un peu plus sec quand même. La vigilance est donc de mise. Oui, alors les cumuls pourraient être importants, surtout sur ces 24, sur ces 48, 72 heures là, entre vendredi et dimanche. Il pourrait y avoir des débordements et des éboulements de terrain un peu partout, parce que l'eau va être accumulée sur la terre, il n'y a pas d'écoulement qui se fait, il n'y a pas d'infiltration dans la terre. Des phénomènes pluvieux qui devraient s'atténuer vers les mois d'avril et de mai lorsque la Niña s'en ira. Je dois vous déranger. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir des renseignements sur l'ADIE, l'ADI, c'est des petits projets pour les gens qui se lancent. Oui, je connais. J'ai mon beau-frère qui travaille dedans, Niña. Ah, tu travailles chez nous? Oui. Ah bon?
Ce matin, l'association pour le droit à l'initiative économique était à Koné. Depuis le début de la semaine, ils font une tournée sur tout le pays pour parler du nouveau dispositif Jeunes pour la création d'entreprise. Une prime de 357 000 francs est donnée aux jeunes âgés de 18 à 30 ans afin de les aider dans la création de leurs entreprises. Johan a 27 ans, il s'est récemment reconverti dans la mécanique automobile et poids lourd. Il est passé par l'ADI pour un emprunt de 600 000 francs ce matin et a découvert la prime jeune. Il est le premier de la zone VKP à en bénéficier. Est-ce que mon projet va passer bientôt? Oui, le dossier il va passer là très, très prochainement. Tu corresponds parfaitement à nos critères d'éligibilité pour avoir la prime Piti. Et ce sera un exemple aussi pour les autres jeunes et puis pour pouvoir les inciter aussi à créer leur emploi ou à se reconvertir professionnellement aussi, pourquoi pas. J'ai des outils mais j'en ai pas assez. Et puis c'est cher quand même de l'outillage, du coup j'ai demandé un prêt. Grâce à cette aide, Johan n'aura que la moitié de son crédit à rembourser, à savoir que pour bénéficier de ce dispositif, il faut avoir un CEP ou BEP maximum, avoir monté une patente et faire un emprunt de minimum 120 000 francs auprès de l'ADI. On finance tout secteur, la restauration, l'agriculture, la pêche. Il y a une personne qui est intéressée pour l'achat d'une pétonnière. Éventuellement pour faire un petit local chez elle, pour stocker son matériel, pour aménager son petit marché au bord de la route. On a une personne aussi qui est venue se renseigner pour quelqu'un de sa famille, pour monter un petit labo. Depuis le début de la tournée, une dizaine de jeunes bénéficient à présent de ce dispositif. L'équipe de l'ADI se déplacera demain au marché de Poya. Pour tout renseignement, vous pouvez appeler le 05 05 55. C'est le premier gros événement de l'année, mais aussi depuis le début de la crise sanitaire en septembre dernier. Passe sanitaire, port du masque, jauge fixée à 500 personnes en extérieur. Les équipes ont dû organiser leur foire selon un protocole propre au monde de l'événementiel. Le contexte lié au Covid-19 n'a pas facilité l'organisation. 15 exposants ont dû annuler leur présence car ils sont positifs. Alors ça a été un vrai casse-tête et un défi. Il faut savoir que nous aussi, en tant qu'organisateurs, on suivait, on voyait l'évolution des différents cas. Donc c'est vrai qu'on s'est tenu au courant avec la DAS et la DTE afin de voir comment on pouvait organiser cette foire en respectant tous les protocoles sanitaires. Et donc c'est la DAS et la DTE qui nous ont soumis le protocole. Tout ça a été mis en place au mois de janvier. Donc on a mis un mois pour organiser une foire qui nous prend d'habitude 8 mois à organiser. Donc je vous laisse imaginer le travail acharné des équipes là depuis 4 semaines. Mais c'est surtout une répétition, je pense, pour tous les organisateurs du territoire. Il y avait mes confrères de la Maison des Artisans qui sont venus ce matin, parce qu'il y a les salons qui vont redémarrer à la Maison des Artisans. Nous-mêmes, on organise des salons dans un mois avec le salon de la femme, le salon du mariage. Donc tout ce qu'on a mis en place depuis ce matin, on va le remettre en place. Repoussée en raison du Covid-19, cette 11e édition est un premier exercice avant la tenue de la prochaine foire en octobre prochain. Les organisateurs espèrent pouvoir accueillir des exposants venant de Wallis et Futuna. Chaque année, la foire du Pacifique accueille 30 000 visiteurs environ.